Le corps, il fonctionne comment? On a un certain ensemble de cellules dans un certain ensemble de réactions, etc., biologiques, et qui, du coup, lorsque ces cellules-là entrent en contact avec un corps étranger, vont l'éliminer, mais garder sa carte d'identité. C'est un peu comme quand on dit que tu es recherché par Interpol. C'est parce que tu as déjà fait des bêtises quelque On t'a part. enregistré. Voilà, exactement. C'est pareil avec... Les épidémies, les pandémies, on en connaît en Afrique et ça nous guette. On en parle aujourd'hui, Back to Doc saison 2. Nous sommes encore là sur ce plateau. Moi, c'est Bibiche de la RDC et je suis avec Smarty. Yes, Bibi, je te dis, nous sommes encore là. Nous commençons, nous attaquons, nous sommes en plein dans, dans, dans la santé. Et Nous surtout, sommes dans la dans santé. la santé, loin on n'aimerait pas être dans les épidémies, on n'aimerait vraiment pas être... On n'aimerait pas et c'est pour ça qu'on en parle. Alors, puisque l'en est le cas, on a deux Les personnes invités? avec nous, n'est-ce pas, Smarty? Ouais, aujourd'hui, pour commencer, j'ai à ma droite Morel Aguia qui va se présenter. C'est vrai, j'ai déjà dit ton nom, mais bon, je pense qu'on va rentrer plus en profondeur. Alors, merci Smarty, merci Bibiche pour l'invitation. Docteur Morel Aguiar, donc je suis dentiste de formation et passionné par la santé publique. Alors, on a l'RDC, on a le Burkina Faso, on a le Bénin et Et à on côté a de toi? le Le Cameroun. Cameroun. Martin, Ah oui, mon nom c'est Martin, je suis épidémiologiste. Mais comment Euh, tu peux parler aussi normalement? Ce n'est pas comme ça. Oui, non, vas-y, c'est alors, juste. je suis épidémiologiste Oui, camerounais. oui. Je travaille dans l'humanitaire. Donc, je suis un travailleur humanitaire. alors épidémiologiste, lui, il fait quoi? Il cherche des chiffres, on en est à combien et tout, et puis ça fait peur. Voilà, aujourd'hui, c'est tel nombre de cas, et c'est ça. Et en fait, quand on parle d'épidémiologiste, c'est une personne, c'est-à-dire un personnel de santé qui s'intéresse à la distribution de maladies dans la population, c'est-à-dire quels sont les groupes de personnes touchées par la maladie, et quels sont les endroits touchés, disons peut-être les régions, les pays, et aussi quels sont les facteurs qui favorisent la transmission de maladies et aussi quelles sont les mesures de contrôle de ces maladies. Moi, ça me permet de rebondir, d'entrer en plein dans le sujet qui est le nôtre à cette émission. L'Afrique. Quand est-ce que, pour la première fois, l'Afrique découvre euh, ce qu'est une épidémie et ça a été quoi la première épidémie qui a attaqué le continent africain? Ok. Ça, c'est pour l'histoire, quoi, pour informer un peu les gens. Oui, peut-être pour dire, disons, pour dire Afrique, c'était un problème de tout le monde entier, en fait. Parce que le premier épidémie qu'on peut vraiment dire qui était comme la pandémie, on parle de la grippe, Ok. qu'on appelle en anglais Spanish flu. Un grippe espagnole. Voilà. Mais c'était pas un problème d'Afrique seulement. Mais avant ça, on ne peut pas dire que c'était la première fois qu'on a eu l'épidémie ou la pandémie. Il y avait les épidémies, mais c'était pas documenté en fait. Parce que avant, disons, on estime que même en Europe, dans le 18e siècle, même au milieu du 18e siècle, l'espérance de vie était encore 25 ans. Parce que les épidémies, les gens ne comprenaient pas même ce que ça veut dire. Même quand il y a une épidémie, les gens ils ne font rien, ils vont rester, ceux qui meurent, ils meurent. C'est comme le cas quand il y a eu la peste, c'est ça. Voilà. Ça a décimé le tiers de la population. Même le choléra. Le choléra. Quand le choléra est venu en, je pense, 1845, comme ça, voilà,
personne ne savait pas quoi faire en fait. Mais quelles sont quand même des épidémies qui sévissent actuellement en Afrique, qu'on a perdues à cause de Covid justement? Oui, présentement, il y a beaucoup d'épidémies qui sont en cours en Afrique et ça a toujours été le cas. Hein. C'est vrai que chaque pays a ses problèmes. Hein. Comme pour dire, ce n'est pas une épidémie qui touche toute l'Afrique. Il y a, comme je disais déjà, il y a l'épidémie de choléra qui s'est dans plusieurs pays. L'année passée, il y avait une grosse épidémie au Nigeria. Et même l'année avant, il y avait toujours l'épidémie de choléra au Nigeria. Le Cameroun, présentement, il y a une épidémie en cours, une épidémie de choléra en cours, et c'est une épidémie qui date un peu de 2021. Je peux dire à peu près, parce que c'est vrai qu'à un moment, l'épidémie était presque finie avant de revenir. Je ne sais pas comment le pays classe ça, si c'est une épidémie, si c'est une nouvelle épidémie ou c'est la même chose qui continue. Je dirais que c'est la même chose. Il y a beaucoup d'autres épidémies. Vous savez. Le choléra, d'ailleurs, le choléra, c'était une épidémie en RDC pendant un moment. Le choléra est même arrivé dans la capitale. On a eu beaucoup de cas et c'était vraiment, c'est ce qui a permis d'ailleurs qu'on mette en place un programme spécialisé dans la prise en charge, en fait, dans la prévention et prise en charge des cas de choléra. Mais ça reste quand même endémique dans certaines provinces. Ça ne disparaît presque pas. Donc, quand tu y vas, c'est toujours, il y a toujours des cas, 2, 3 et tout ça. Voilà, à cause certainement des causes qui provoquent le choléra. Oui, il faut savoir aussi que si on veut parler un peu de choléra, il faut savoir que la transmission de choléra est favorisée par le milieu un peu non hygiénique. Voilà. L'environnement. Voilà, et peut-être la population ne peut pas avoir l'accès à l'eau potable. Et aussi, c'est le milieu où il y a trop de population. La densité de la population est élevée. Ça fait que quand le choléra entre dans une ville, ça peut se transmettre rapidement. Mais comme peut-être dans les villes où on a accès aux soins un peu plus meilleurs que dans les villages, vous allez trouver peut-être moins de morts dans les villes. Mais quand est-ce qu'on classe, quand est-ce qu'on dit qu'il y a épidémie et quand est-ce qu'on dit qu'il y a parce qu'on entend épidémie, pandémie, des gens veulent savoir quand est-ce qu'on dit. Oui, c'est quelque chose qu'on pouvait peut-être commencer même par là. On dit une épidémie quand subitement le nombre d'une maladie dans une population donnée à un moment donné dépasse le nombre attendu. Je peux dire ça comme ça. Donc, le nombre attendu, c'est quoi? C'est-à-dire, les épidémiologistes ont regardé l'histoire de la maladie pour chaque région ou le pays et dit que généralement, par exemple, ici, on n'a pas on a rarement de cas de telle maladie. Et maintenant, si on a un cas, on dit que c'est une épidémie parce que ça se transmet rapidement. Okay. Donc, et le seuil, il y a ce qu'on appelle le seuil d'alerte, le seuil d'épidémie. Le seuil d'alerte, c'est le seuil souvent pour dire que quand le seuil d'alerte est atteint, on commence à se préparer pour répondre. Parce qu'on fait les investigations parce qu'on sait que l'épidémie peut arriver. Quand le seuil d'épidémie arrive, on doit répondre. Okay. Donc, chaque maladie a ses seuils. Et généralement, en Afrique, le choléra n'est pas endémique. Donc, on dit un cas confirmé de choléra, ça fait une épidémie. Généralement en Afrique. Ouais. En tout cas, en RDC, c'est attesté que c'est endémique. Oui, pas dans la RDC, c'est grand, c'est vaste. Mais il y a quelques régions, justement, à cause de l'environnement, ça reste quand même. Oui, on accepte dire qu'il y a un endroit peut être endémique en choléra, souvent quand peut-être on parvient à détecter le vibrio cholérique dans l'environnement. Ça veut dire que même si ce n'est pas dans l'homme et sous l'homme, ça peut se transmettre facilement à l'homme. Deuxième, c'est pour la définition, pour être un peu facile à définir, l'OMS dit que dans 5 ans, si un pays a, et de manière continue, l'épidémie 3 ans, on va dire que l'épidémie, c'est déjà endémique. On dit ça, mais voilà. Mais peut-être pour aller maintenant sur autre chose, il faut savoir qu'il y a cette ceinture meningite
en Afrique, qui touche plusieurs pays, plusieurs parties de pays d'Afrique. Mais c'était au départ la méningite causée par méningite A, méningocoque A. C'est une depuis, bactérie, un c'est une microbe. bactérie, c'est une bactérie. Le méningocoque, Voilà. c'est des bactéries. C'est une bactérie. à Et coque. quand après, il y a cette introduction de Minafrivac, ce vaccin qui est introduit contre la Minafrivac, contre la méningite. Et c'est un vaccin qui cible beaucoup plus méningite A. Et maintenant, on a les épidémies de méningite récemment au Nigeria. Il y a une épidémie de méningite qui est presque finie. Il y a une méningite au Niger et l'épidémie de méningite au Niger qui est aussi presque en train de finir. Mais quand on regarde, le profil a changé. Maintenant, on a le méningite C plutôt. Et c'est pour dire, depuis l'introduction de ces Minafrivac, il semble effectif, en fait, hein, parce que dans la ceinture, on n'a plus vraiment les grosses épidémies causées par A. Maintenant, ça a changé, on a les épidémies causées par C. Qui prend le relais. Le C a pris le relais. Ok. Donc, c'est Donc ça. A, C, c'est différentes variantes. C'est le type, oui, disons, voilà, on peut dire comme ça. C'est comme les différents variants, mais c'est juste pour dire les différents génotypes de En fait, méningocoque. en fait, il faut savoir que tout ce qui est bactéries, virus, etc., ont une certaine classification. Voilà. Donc, dans le monde scientifique, ça a toute son importance, mais dans un grand public, on en parle moins. Donc, comme il a dit tout à l'heure, la méningite peut être causée du coup par l'un de ces griffes variants. C'est un peu comme avec la COVID. Oui. Donc, quand il y a eu COVID au début, on a fait des vaccins pour voilà, un certain type. Et après, on te dit, même COVID, en fait, en vrai, Covid n'est pas apparu dans le monde aujourd'hui, hein. Il y a plusieurs. Oui. Il y Il y a avait ça, déjà avant. ouais, Exactement, mais ce n'était pas forcément les mêmes souches. Aujourd'hui, on trouve un vaccin pour ça. On te parle d'un variant et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir comprendre également que les maladies d'aujourd'hui ont peut-être le même nom, mais comme il a dit, le profil a changé en fait. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça. Donc, Ouais. tu as méningite, les méningocoques A, B, oui. C, ainsi de Voilà. suite. Il y a même certaines bactéries qui ne vont pas causer la maladie aussi. Voilà. Il y en a Même aussi. de même groupe. Si. Par exemple, pour le choléra qu'on parle, le choléra est causé par Vibrio cholerae et c'est une classe de plusieurs bactéries, c'est-à-dire il y a plusieurs types de Vibrio cholerae, mais il y a seulement O1 et 139 qui peut déclencher une épidémie. Les autres... Voilà, donc épidémie, c'est quand ça touche une zone, quand ça dépasse, pays, le seuil dans la zone, à un moment donné. Voilà. Et ça devient pandémie. Pandémie, est-ce que c'est pas plus la vitesse d'apparition plutôt? De ce que je sais, en fait, la différence entre les deux, une épidémie peut devenir une pandémie à cause de sa vitesse de propagation. C'est pour ça qu'au début, on parlait d'épidémie de COVID-19 et après, c'est devenu pandémie. Et des zones géographiques aussi. Peut-être, oui, c'est la zone géographique. La en fait. Donc, pandémie, oui. on parle de pandémie quand ça traverse déjà les frontières internationales. Donc, il y a plusieurs pays qui sont touchés à la fois. Donc, en quelque sorte, ça affecte l'économie mondiale. On parle de pandémie. Alors, on ne peut pas parler des épidémies en Afrique si on ne parle pas, si on ne cite pas la fièvre à maladie, le Ebola, ouais. qui est revenu 15 fois en RDC en 2022. La RDC a connu la 15e flambée épidémique Ebola. La première, c'était en 1976, je pense. Nous, on dit 76, vous, on dit 76. Voilà. Donc, en 1976, beaucoup n'étaient pas encore nés ici, mais on avait déjà l'apparition de la première jeune comme ça. Ebola. Oui, en fait, c'est une maladie qui est récurrente en RDC, mais on se rappelle qu'en 2018, elle a touché au moins, je crois, 8 pays en Afrique. Je ne sais pas combien encore, mais en tout cas, plusieurs pays. Oui. C'était devenu carrément une pandémie. 2016, voilà. Oui, ce que tu relèves, c'est vraiment important de savoir, non? Il y a
toujours, il y a les nouvelles bactéries et les virus qui sont identifiés. Hein. Oui. Donc, si tu regardes entre 1940 et 2004, il y a plus de 330 nouvelles bactéries identifiées. Et parmi ces nouvelles infections identifiées, il y a certaines qui sont totalement, comme on dit, nouvelles, mais il y a d'autres qui sont les maladies qui sont en train de réapparaître. Une maladie qui existait avant, on a peut-être éliminé, et à un moment donné, on a oublié totalement et ça commence à revenir. Et donc, c'est un peu le cas. Oui. Donc, Ebola, c'est aussi ça. Donc, à un moment donné, on a eu l'épidémie. Je ne peux pas me rappeler exactement de l'année. Et on a identifié la première fois à RDC, mais après, parce qu'on ne pensait pas que c'est quelque chose de, parce que la première fois, c'était pas si grave, c'était pas grave comme la fois de 2014-2016. Oui. Mais c'est un peu ça. Vous voyez que l'année passée, il y avait ce problème dans tout le monde entier de variole de singe. Voilà, monkeypox. Oui, parce que oui, monkeypox, parce qu'avant, ce n'est pas une nouvelle maladie. On connaît, mais avant, ça ne faisait pas trop des infections, les transmissions, mais le profil semble être en train de changer. Oui, ça fait quand même peur quand on parle de centaines de bactéries, certaines nouvelles, d'autres anciennes qui réapparaissent et tout ça. Il y a certainement beaucoup de raisons. On a parlé Ebola, voilà, rougeole, méningite. Ça, oui, ça décime des populations et tout. Mais finalement, on a peur. Mais alors, est-ce qu'on peut rassurer les populations? Comment rassurer les populations, les différentes populations qui sont en face de ces différents problèmes? Comment les rassurer par rapport à ça? Et je vais compléter aussi à la question de Bibiche, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'efficacité des vaccins, vu qu'on a affaire à des maladies qui sont en permanente mutation et certains même qui, comme le docteur a dit tout à l'heure, qui disparaissent et qui réapparaissent. Ouais. Pour assurer la population, ce que je peux déjà dire, c'est savoir aller de ce qu'on connaît et ce qui est fait présentement dans la médecine moderne. Hein. Et je vais m'appuyer seulement sur ça pour vous parler. La première chose, comme je disais au départ, quand l'épidémie touchait le monde entier, on ne connaissait pas la cause. Après, il y a Louis Pasteur qui a découvert que vraiment, les épidémies sont causées par les agents, les bactéries et les virus. C'était déjà un premier pas. Après, il y a Alexander Fleming qui a découvert l'antibiotique qui peut agir sur les bactéries. C'est un deuxième pas. Et maintenant, le choléra qui avant tuait, et l'épidémie de choléra tuait entre 30 et 50% des cas. Mais maintenant, la létalité a beaucoup diminué. Avec juste réhydratation, on parvient à maintenir la létalité à moins de 1% déjà. Pour moi, c'est rassurant. Okay. C'est pour dire on est constamment en train d'apprendre et améliorer. Et c'est, par exemple, le Covid, quand le Covid vient, ça, on a beaucoup tremblé. Mais quand on regarde vraiment le Covid, c'est semblable à l'épidémie de la grippe qui était en 1800, je ne me rappelle pas exactement, dans le 1800. Mais question, comment on appelle, je reviens encore sur l'efficacité des vaccins parce que c'est important. Ouais. Tu réponds? Bon, peut-être je peux compléter, je peux dire et tu complètes directement. L'efficacité des vaccins, j'allais aller sur ça. Peut-être il faut déjà dire. Il y a les vaccins vraiment efficaces et connus. Par exemple, le vaccin contre la rougeole. S'il y a une épidémie de la rougeole ici, au début, tu fais la vaccination, ça va s'arrêter. Ça va toucher quelques personnes, ça s'arrête. Et si tu ne fais pas la vaccination, ça va aller jusqu'à toucher presque tous les enfants avant de s'arrêter. Parce que ce qui est bien avec la rougeole, c'est que quand tu es infecté, tu gagnes aussi immunité plus tard, si tu n'es pas mort.
Donc, l'immunité. Donc, ça va aller tout jusqu'à toucher tous les enfants. Mais fait avec le un vaccin, on peut arrêter. Et donc, Ce qui ne te tue pas te la rend par plus fort. exemple, quand on l'attrape une fois, c'est fini. Oui, vous ne pouvez plus avoir. Quand vous avez la rougeole, vous êtes immunisé si vous êtes guéri plus tard. Mais maintenant, il y a aussi, comme je disais déjà, il y a le vaccin contre la méningite, Minafrivac, qui est utilisé contre la méningite A. Pratiquement, on peut dire que la méningite A sur la ceinture méningite est vraiment sous contrôle. Maintenant, on voit plutôt méningite C. C'est les exemples. Aujourd'hui, on est en train de parler d'élimination de polio. Éradication, pas même élimination. Parce qu'il y a un peu de différence entre élimination et éradication. Oui. Et on parle d'éradication de polio. Et il nous restait, je pense, que 3 pays dans tout le monde entier. Il y avait le Nigeria, le Pakistan et... Il y avait quel pays encore? Je pense que c'était Pakistan et Iran. Oui, voilà les 2 pays. Oui, voilà. à cause des guerres, justement, Voilà. en fait. C'est ça. Donc, c'est pour dire que à tout moment, on est en train d'apprendre, on est en train de s'améliorer. Et quand même, il y a les nouvelles épidémies, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. Voilà. Donc, le virus, voilà. il a muté, en fait. Il change de... Mais est-ce que les vaccins, il y a permanemment, il y a une réadaptation par exemple Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un vaccin. Okay. Déjà, en général, enfin, tu me corrigeras si je me trompe. Sans problème. Contrôle le Martin. C'est ça. En général, tout ce qui est immunité. Enfin, déjà, quand je vais prendre l'exemple de la varicelle pour être beaucoup plus simple. Lorsqu'on est petit, on a presque tous attrapé la varicelle. Et on te dit qu'une fois que tu fais la varicelle, tu ne l'auras plus du tout après. En dehors de ça, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que donc, un petit enfant dans un environnement sale va tomber plus facilement malade qu'un adulte, en fait? C'est l'immunité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire immunitaire au niveau de l'organisme. Et donc, on dit en fait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'était ce qu'il disait tout à l'heure. Si tu n'es pas mort de ça, au moins, tu ne feras plus. En fait, voilà, c'est ça. Donc, le corps, il fonctionne comment? On a un certain ensemble de cellules dans un certain ensemble de réactions, etc., biologiques, et qui, du coup, lorsque ces cellules-là entrent en contact avec un corps étranger, vont l'éliminer, mais garder sa carte d'identité. C'est un peu comme quand on dit que tu es recherché par Interpol. C'est parce que tu as déjà fait des bêtises quelque part. Voilà, exactement. C'est pareil avec le système immunitaire du corps. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types de réponses immunitaires. On ne va pas entrer dedans, mais il faut pouvoir comprendre ça déjà. Et donc, le vaccin, c'est le même principe. On va te prendre la souche, donc qui rend malade, et donc l'inactiver, tout en gardant son identité, pour qu'une fois à l'intérieur du corps humain, le corps humain sait que ça, c'est un étranger, mais c'est un étranger qui n'a plus de capacité de nuire, en fait. Donc, il sait que c'est un corps étranger. Il va l'enregistrer comme étant un corps étranger. Et donc, dès que tu entres en contact avec cette bactérie-là, le corps humain sait déjà que ça, c'est un corps étranger. Il va l'éliminer. C'est un peu comme ça que les vaccins fonctionnent. En gros, c'est ça le principe. Et c'est pour ça qu'on parle également de rappel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vaccins que tu fais aujourd'hui. Et tu as un enfant, tu as sa carte de vaccination. Parfois, on te met à tel mois, il faut revenir pour tel vaccin, pour tel truc. Justement parce que dans certains cas, le corps a besoin d'être en contact un certain nombre de fois sur une certaine période, à une certaine fréquence, avec ce corps étranger-là. Donc, dire que... Après, je comprends tout à fait les personnes qui ne font pas confiance dans tout ce qui est vaccin et consort. C'est normal. C'est normal d'avoir peur, etc. Mais il faut pouvoir comprendre que même en dehors de ces produits pharmaceutiques qu'on va t'injecter, consort, même ton corps fait le même travail. Sauf qu'à un certain moment, ton corps non plus n'est pas indestructible. Et comme il disait tout à l'heure, si on ne fait pas une campagne de vaccination dans une certaine zone, bah, tous les enfants ou bien toutes les personnes là vont mourir et tout. Donc, le plus simple vraiment, c'est donc de se faire vacciner et d'empêcher justement la maladie de prendre une ampleur vraiment énorme en fait. Merci Morel et merci Mr. Martin. Je pense qu'on arrive à la fin de notre échange qui franchement a été révélateur parce que ça, personnellement, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses.
beaucoup de choses et je pense que ceux qui nous ont suivis ont aussi appris beaucoup de choses de ce débat-là. La base, comme je l'ai dit, de ces échanges, on ne va pas cesser de le répéter, c'est que l'idée, c'est un échantillon du monde et de notre société qui se retrouve là. Et notre intention, comme on le dit, c'est pas de vous dire que ce qu'on est en train de dire, c'est une vérité absolue, mais c'est qu'il est important pour vous, à chaque fois, de vous rapprocher des spécialistes, des personnes de santé, à chaque fois que vous êtes malade, ça c'est un. Et deux, vous dire que le débat qu'on mène ici, là, c'est un débat que vous devez vous approprier, le prendre dans vos salons, partir dans vos quartiers, parler dans vos grains de thé, dans chaque communauté et en discuter. Parce que plus on parle des questions de santé, plus on va arriver à trouver des solutions qui vont pouvoir protéger toute notre communauté. Donc, il en va de la responsabilité de tout un chacun. On va prendre le dernier mot, un appel à lancer à toutes ces personnes-là qui nous regardent. Euh, Particulièrement, non. Enfin, je pense avoir dit l'essentiel et avoir également appelé les jeunes à s'organiser entre eux. Je vais peut-être rebondir sur ce que tu dis en disant que l'Afrique est un continent qui est très jeune. Rien qu'au Sénégal, l'âge moyen se situe autour de 12 ans. Et 12 ou 19, ou l'âge médian. En tout cas, vraiment, ça tourne dans ces zones-là. Et donc, ça veut dire que les leaders de demain, en fait, vraiment seront très, 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 très jeunes. Et donc, c'est à nous de prendre la responsabilité de faire mieux que ce que nos parents voilà, ont déjà fait et mieux que ce qu'ils ont connu. Aujourd'hui, on doit pouvoir faire un état des lieux du niveau où est-ce que nous en sommes, des ressources qu'on a, de ce qui nous manque et donc de pouvoir s'organiser maintenant, en fait, pour trouver des solutions qui soient vraiment adaptées à notre contexte, adaptées à nous-mêmes, en fait. Donc, c'est la responsabilité de chacun de nous et n'ayons pas peur, en fait, des vaccins, en fait. Voilà, il faut faire ses propres recherches et puis, enfin, voilà. Monsieur Yacoub? Ok, à mon niveau, ce que je veux dire, c'est que, comme on dit bien, il ne faut pas avoir peur des épidémies. Quand les épidémies viennent, on apprend. On a déjà, il y a beaucoup de mesures de prévention qui sont déjà sur place. Il y a la vaccination qui est vraiment efficace. Il faut faire confiance à ça, déjà. Il faut regarder l'histoire. Regarder les maladies éliminées par la vaccination. Croire à ça. Et vous allez avoir confiance à la vaccination et aussi au système de santé. D'ailleurs, ceux qui gèrent le système de santé, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Ce n'est pas vraiment les muscles qu'on regarde. C'est ça. Donc, il faut vraiment leur faire confiance, en fait. Merci et nous allons boucler avec le sourire. Merci de nous avoir suivis.